Comment tu vas, Étienne? Très bien. Et toi, Christophe? Bah écoute, super. Je te reçois aujourd'hui parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. Bah, il paraît. Et puis souvent on entend un truc, on entend le recrutement finalement, est-ce que c'est pas pire que Tinder? Et je voulais parler de ça avec toi. Et puis forcément la première question c'est est-ce que toi, à titre perso, tu as déjà utilisé des applis de rencontre? Ah, je savais pas qu'on allait parler de ma vie perso. C'était dans un podcast, Ouais. pour attirer les gens, il faut aller sur le côté perso. C'est ça. Oui, je suis sur les applications, bien sûr. Et alors? Mais c'est pour ça que je vais faire le lien direct avec le recrutement, mais on est dans une société de toute façon de consommation de manière assez massive, je trouve. Ouais. Et dans le toujours mieux, le toujours plus. Donc sur les applications Tinder et autres, on scrolle et puis on compare, on regarde les profils. Et finalement, le recrutement aujourd'hui, est-ce que c'est pas devenu un peu pareil de cette quête du toujours mieux? Ouais. Alors, c'est ce qu'on disait quand on échangeait, mais aujourd'hui, on le voit bien nous, dans les process de recrutement, je vois un candidat, il peut être tip-top, il peut être très bien, il peut coller mon cahier des charges, mais j'ai besoin de comparer, j'ai besoin d'en voir un autre, et puis un autre. Et puis côté candidat, finalement, c'est un peu pareil parfois, c'est-à-dire que je vais voir une entreprise, je vais comparer, donc finalement, on est dans cette quête permanente de comparaison et de je peux toujours trouver mieux. Et finalement, c'est ça dans les relations, dans les applications aujourd'hui, comme Tinder, elles fonctionnent pourquoi? Parce qu'elles te mettent dans une espèce de quête de dire tu vas toujours trouver mieux. Donc tu restes sur l'application. Et puis tu dis mais non, mais en fait là c'est bien, mais finalement je peux trouver encore mieux. Donc je reste, donc je compare, donc je continue. Et le risque dans le recrutement qu'on a aujourd'hui, c'est de tomber pareil dans cette quête, je trouve, du toujours mieux, toujours plus, dans cette recherche permanente du mouton à 5 pattes. Alors, on dit que les candidats sont de plus en plus désengagés. Alors, c'est vrai que l'engagement en entreprise, c'est compliqué en fait. Hein. C'est une notion qui se perd beaucoup au niveau des collaborateurs. Et si on fait le parallèle avec la vie perso, quand on voit les applications de rencontres, moi, c'est certain que ça génère aussi beaucoup d'engagement dans des relations de couple durables. Donc, est-ce qu'on est vraiment là-dedans dans le recrutement aussi, côté candidat? Est-ce que tu ressens que les candidats se disent bon, bah voilà, je suis venu dans cette boîte, mais déjà, je viens pas pour y faire ma carrière, je viens pour voir, et puis de toute façon, si ça va pas, je me casse. J'ai toujours du mal dans les généralisations. Après que Plutôt en tendance, plutôt Ouais, que de non. généraliser, est-ce que c'est une tendance? En fait, en tout cas, l'exigence qu'on peut avoir côté candidat, mais côté entreprise aussi, finalement, elle est de plus en plus forte, je trouve, en effet. Mais liée à ces éléments de comparaison. Avec la notion d'effet d'engagement, côté candidat, tu me demandes de m'engager dans un processus, mais en fait, je vais faire un entretien qui va bien se passer. Vous me dites que je suis un super bon candidat, mais vous me dites aussi que vous avez besoin d'en voir d'autres et que pour l'instant, vous ne savez pas prendre de décision. Donc finalement, est-ce que vous avez vraiment envie de moi? Est-ce que je suis le bon candidat pour vous? En fait, moi, candidat, ça me questionne aussi. Et donc, ça me met aussi dans une situation de me dire, ok, moi aussi, il faut que j'aille comparer pour voir d'autres personnes. Et donc, le vrai enjeu, en tout cas, c'est que... Je me marre parce que je pense à un couple en même temps. Mais non, mais c'est pense à la comparaison. pareil. En fait, tu fais un date avec quelqu'un que tu rencontres qui est très bien, elle coche les cases de ce que tu recherches, de ce que tu attends, et tu lui dis à la fin, bon, en fait, on va attendre 15 jours parce qu'en fait, je vois d'autres personnes avant et je te dirai après si ça colle. Et en fait, c'est le vrai sujet, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a du mal à s'engager, mais en fait, dans la notion pour moi, on a du mal à s'engager, c'est on a du mal à se décider à faire des choix. Ouais. En fait, un recrutement, c'est un choix. Est-ce que le choix, il va cocher toutes les cases? Ben non, en fait. Est-ce que ça, justement, tu touches pas un point clé sur le choix? Parce que si on remonte 10-15 ans en arrière, pour trouver quelqu'un dans la vie privée, tu l'as trouvé au boulot ou pas, et tu n'avais pas beaucoup de choix en fait. Bien sûr, ouais. Et puis pour trouver un job, tu n'avais pas tous les job boards, enfin tu n'avais pas autant de visibilité des jobs. Et du coup, c'est pareil, le candidat n'a pas beaucoup de choix. Est-ce que c'est pas cette multitude de possibilités de choix qui fait que finalement aujourd'hui, côté candidat, j'entends, les candidats, eux aussi, ont plus de mal à choisir? Ouais, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a une croyance sur le choix. On a le sentiment qu'on a plus de choix. Parce que on a le sentiment qu'on peut tomber sur plus de choix. Je cherche un job, en effet, avant, j'avais moins de lisibilité sur toutes les annonces et les offres d'emploi. Aujourd'hui, je vais aller sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux,
Et donc, j'ai cette tentation de me dire, ok, j'ai vu un post qui est intéressant, mais si je vais scroller à tel endroit, si je vais regarder là, si j'active tel réseau, je vais avoir d'autres opportunités. Donc en fait, on est dans cette recherche permanente, et même je prends un job, je vais rester connecté parce que finalement, si ça se passe bien, j'ai peut-être une autre opportunité. Donc en fait, on ne donne même pas la chance aux conditions de se mettre en place. Ouais. C'est-à-dire que, comme dans une relation, en fait, t'as ceux où dès que ça va mal, ils arrêtent et ils partent voir quelqu'un d'autre. Et puis t'as ceux qui disent, ok, on a une difficulté, comment on la surmonte ensemble? Bah, dans un job, c'est pareil. Je trouve un job, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien. Mais en fait, l'engagement qu'on va créer ensemble, bah, c'est de réussir à... Alors, soit il y a vraiment des disparités. Tu m'as fait une fausse promesse, bah, en fait là, la relation de confiance, elle est rompue. Ou non, en fait, ok, dans ce que tu m'as dit, moi je l'ai interprété d'une certaine façon, et en fait on s'est mal compris, et il y a des réajustements à faire, il y a des choses à réaligner, et on va y aller dans le temps. Mais en fait, aujourd'hui, on n'attend plus, je veux dire, ce temps-là, et on est dans cette quête permanente de se dire, bah non, en fait, je dois toujours préparer ma porte de sortie. Ouais. En fait, je prends un job, je pense déjà, si ça se passe mal, quelles sont mes portes de sortie et mes options. Alors qu'en fait, je devrais me dire, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qu'on fait ensemble pour que ça fonctionne. Je devrais me dire en tant que quoi, là, tu parles? Les deux. En tant que dirigeant ou en tant que En tant qu'entreprise et en tant que candidat. C'est-à-dire mais que... comment tu peux demander à un candidat de mettre, parce que là tu demandes à un candidat de mettre autant, j'allais dire, d'efforts intellectuels dans sa conception du travail que dans sa vie perso. C'est jamais le cas en fait. Je dis pas, en fait, l'entreprise a une vraie responsabilité et c'est pour ça que dans le processus de recrutement, comment je donne une vraie vision de la réalité de mon organisation, de ce qui s'y passe, de cette transparence-là, Oui, pour générer cet engagement. Après moi, candidat, en fait c'est pour ça que souvent on dit le candidat c'est le client et autres. Non, en fait quand je suis embauché, je signe un contrat de travail. C'est un engagement réciproque. Donc je ne peux pas me considérer comme un client roi sur tous les sujets. Je dois aussi moi m'engager en tant que candidat. Mais est-ce que cette notion de je signe un contrat de travail, je dois m'engager, elle existe toujours réellement dans ce que ressentent les Français en général? Parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, même quand je discute avec des gens, tu vois, qui changent de boulot, ils s'en foutent en fait. Changer de boulot aujourd'hui, c'est plus quelque chose sur lequel ils ont pris le temps de réfléchir 6 mois, 1 an. C'est presque instantané. Je connais plein de gens qui me disent « Ah ouais, je vais changer ». Et puis ils changent. Et puis ils s'en foutent d'avoir signé un contrat. Oui, mais de regarde travail. toutes les études qui ont été faites post-Covid. Ouais. Tout le monde a changé au moment du Covid. Ouais. 2 ans après, le nombre de gens qui regrettaient d'avoir fait ce choix-là, sur un coup de tête. Il y en a eu plein. Peut-être. Donc en fait, je pense qu'il y a 2 sujets. Bien sûr que aujourd'hui, cette valeur de l'engagement, en tout cas du contrat de travail, elle a pu se perdre à des endroits, liés au marché, liés à la volatilité, liés aux propositions qu'on peut avoir, mais comme le rapport au mariage, le rapport aux relations sérieuses. Enfin, tu vois, il y a des éléments sociétaux si on fait le parallèle avec ça. Après, moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui y croient encore, il y a des gens pour qui c'est important. Et puis après, en fait, l'enjeu plus que ça, c'est de se dire quel type de relation on a envie de créer, en fait. Après, candidat, on ne peut pas être à se plaindre parfois du monde de l'organisation, de l'entreprise, et rester en extérieur aussi. Ouais. Donc, en fait, c'est une co-responsabilité. Après, il y a une responsabilité peut-être plus forte sur l'entreprise parce que sa responsabilité, son rôle, sa place est là. Mais côté candidat aussi. Et en fait, dire oui, mais les candidats, on est comme ça, maintenant c'est le marché, bah, en fait, non. En fait, s'investir dans un job, dans une entreprise, bah, c'est un engagement, c'est de l'investissement côté entreprise en termes de temps de formation. Donc, après, c'est la croyance qu'on met dans le sujet par rapport à ça. Mais moi, je vois plein de candidats tous les jours pour qui cette notion d'engagement, elle est aussi importante. Ils veulent un job qui ait du sens pour eux. Ils veulent, par contre, ils sont exigeants sur le fait que ce que tu m'as dit, ben c'est bien ce qui se passe. Et en fait, tu ne me fais pas des fausses promesses. Et voilà, l'engagement, tu m'as dit que sous 6 mois, je pouvais évoluer sur telle fonction. Ce n'est pas la réalité. Mais en fait, pourquoi tu m'as dit ça si ce n'est pas possible? Donc en fait, pour moi, la notion d'engagement, elle est toujours présente. Par contre, il y a une exigence qui est beaucoup plus forte. J'exige plus. Parce que j'en ai marre des organisations qui nous mentent, des fausses promesses, des organisations qui nous disent qu'elles font ça et qu'elles ne le font pas. Donc les candidats sont plus exigeants en fait. Est-ce que, moi le constat que je fais, toi tu es peut-être plus modéré que moi, mais tout ça, est-ce que c'est pas lié aussi à une surabondance de marques employeurs, de sur-publicité, sur on va vous offrir ci, ça
Et finalement, tu as l'impression aujourd'hui que les entreprises affichent des panneaux publicitaires partout sur le je suis web. d'accord. Ouais. Et du coup, ça dénature complètement, je dirais presque la nature même, l'objectif premier de la marque employeur. Ah, mais je te rejoins, on a la course à l'échalote, c'est-à-dire que mon concurrent, on est dans ces éléments de comparaison. Mon concurrent, il a mis ça en place, donc moi, il faut que je le mette, donc moi, je suis renchéri. Et en fait, quand on fait ça, c'est qu'on ne s'intéresse pas au vrai du sujet. C'est-à-dire, en fait, nous, on aime bien à l'étincelle dire on travaille l'identité employeur avant la marque employeur. Parce que la marque employeur, il y a une notion rapidement de comme employeur qui se met en place. L'identité employeur qui est dire mon ADN, c'est quoi, où je suis, c'est quoi ma promesse, et où est-ce que je positionne le sujet. Et donc, ça suppose de renoncer à des sujets. Mais on a parfois tendance, côté entreprise, à dire oui, mais si je fais ça, je perds des candidats. Ok. Mais est-ce que tu perds les candidats qui sont pertinents pour toi ou pas pertinents pour toi? Si tu perds les candidats qui sont adaptés à ta culture, ton organisation, ton entreprise, ben, là, il y a un questionnement à se poser dans la promesse que tu leur fais. Mais en fait, je veux dire, tu n'as pas vocation à attirer tous les candidats du monde, en fait. Il y a des gens qui sont adaptés, il y a des gens qui viendraient bosser à l'étincelle RH, il y a des gens qui n'y viendraient pas. Et en fait, c'est OK là-dessus. Et en fait, si on cherche à être dans cette... Par contre, si on veut ne pas être dans cette course à la surenchère permanente, ça suppose qu'on ait un socle dans notre organisation, dans notre entreprise, qui soit au clair sur le sujet. Et qu'on ait quand même des éléments différenciants qui font notre ADN et qu'on va pas promettre, mais qu'on va proposer aux collaborateurs dans les engagements qu'on va tenir. Mais en effet, si on n'a pas ça, c'est le cas de beaucoup d'organisations, on a un management qui est défaillant à des endroits, enfin une culture managériale qui n'est pas posée, on n'a pas forcément de vision claire sur les trajectoires professionnelles. En termes de formation, on ne sait pas trop ce qu'on peut offrir. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre? Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à une période dans l'univers des startups, avec le baby-foot, avec les fruits et légumes, enfin, les salles de sieste. Les salles de sieste, qui sont en soi intéressantes à des endroits, mais qui ne peuvent pas être le cœur d'une promesse, en fait, et d'une surenchère. Donc je pense que, enfin, en tout cas, on a une tendance qui s'inverse, même si parfois elle revient, d'avoir une com employeur peut-être moins forte à des endroits, plus centrée sur la réalité, mais on a un risque sur le sujet, bien sûr. Ouais. Bon, de toute façon, le marché ne va pas exploser, hein, il va se réguler. Là, on est plutôt dans une baisse des recrutements actuellement. J'imagine que ça aussi, ça joue sur la relation que peuvent avoir les candidats au marché. Ils le sentent quand le marché se tend. Oui, le marché se tend, mais on a une espèce de paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a sur certains métiers beaucoup plus de candidats qu'on pouvait avoir jusqu'alors. Donc il y a un rééquilibre en tout cas de volume, d'offres, de demandes. Mais il y a des métiers encore pénuriques, il y a des métiers sur lesquels les boîtes ont du mal à recruter. Et puis il y a des métiers où même si elles ont du volume, les entreprises ont du mal à faire des choix. Ouais. Donc en fait, plus on a de volume, plus on a le sentiment qu'on a du choix. Donc avant je recevais 10 candidatures, là j'en ai 70. En fait, je passe plus de temps, je rajoute des tests. Tu as deux cas, tu as celles qui attendent, qu'on dit je récolte mes candidatures sur 3 semaines et je traiterai ensuite. Et puis tu as celles qui se disent au bout de 3 jours, c'est bon, j'ai déjà eu 50 candidatures, j'arrête. Ouais. Et qui ne vont pas traiter la suite des candidatures entrantes. Après, il y a deux sujets pour moi dans ce que tu dis qui est intéressant, c'est que moi je vais partir du postulat, j'ai une annonce que je diffuse, je reçois une centaine de candidatures, potentiellement déjà avant de me dire oui mais peut-être que le 102e, le 103e, le 104e ça va être le bon candidat. Tu stoppes. En fait, analyse tes 100 candidatures. Est-ce que tu as déjà tes bonnes candidatures dedans? En fait, alors on peut dire oui mais justement par cette course, mais peut-être que j'aurais mieux. Non, mais, en fait on s'en fout d'avoir mieux. En fait ce qu'on veut c'est avoir bon. Est-ce que j'ai le bon candidat dont j'ai besoin? Et puis le candidat idéal, il n'existe pas. Donc en fait, dans mon choix, c'est quoi les forces, c'est quoi les limites, c'est quoi les points d'intention, qu'est-ce que je dois accompagner, c'est quoi les points clés qui sont non négociables dont j'ai besoin, qu'est-ce que je dois accompagner, qu'est-ce que je peux développer. Et en fait, déjà sur ces 100 candidatures, analyse-les et regarde-les. Parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, on a des gens qui disent, je vois des posts des fois, j'ai reçu 500 candidatures. Ok. Est-ce que tu as traité les 500? Est-ce que tu les as vraiment analysées? Est-ce que tu as apporté des réponses à tout le monde? Est-ce que tu avais besoin de 500 candidatures? En fait, comme si c'était le Graal, de dire j'ai une marque employeur qui est super forte. Mais non. En fait, ton annonce, elle doit attirer, mais elle doit filtrer. Donc, si tu as 500 candidatures... D'ailleurs, sur ce que tu dis là, je connais des boîtes qui sont très connues, qui prennent la parole sur LinkedIn et qui me disent en off, oui, en fait, on a eu 500 000 candidatures ou je ne sais pas combien.
Donc on a une super marque employeur. On ne sait pas les traiter. Par contre, Bien sûr. on ne sait pas traiter les CV Tout à fait. derrière. Ouais. Et en fait, l'enjeu, c'est de savoir, c'est d'accepter de devoir faire un choix et de se dire déjà, est-ce que dans mes 50, 100, 200 premières candidatures, j'ai des candidatures qui sont intéressantes et qui correspondent à mon Pour besoin. faire un choix, il faut s'outiller, il faut avoir un process d'évaluation fiable. Enfin, tu n'évalues pas 500 000 candidatures comme tu vas en évaluer 50. Non. Donc il faut une chaîne, j'allais dire, de préqualification quasiment automatisée pour pouvoir gérer ça. Alors, complètement automatisé, je ne sais pas. En tout cas, qu'il y ait potentiellement des filtres à des endroits en fonction du volume que je vais traiter, en fonction des types de métiers. Parce qu'en effet, sur des métiers... Je ne sais pas ou je ne suis pas d'accord avec ça. Non, en fait, j'ai pas enfin, j'ai un avis bien sûr sur le sujet, mais je ne suis pas tranché à 100%. Okay. Parce que je l'ai vécu. Moi, je viens d'univers, j'ai bossé dans le service à la personne. Potentiellement, quand tu recrutes quelqu'un qui a d'assistant ménager, tout le monde peut faire le job. Ce que tu vas rechercher, c'est un savoir-être. C'est une envie, c'est une capacité à appréhender. Tu es dans une organisation où tu as la capacité à former, tu as la capacité à apprendre le métier sur le sujet. Et donc, tu as des outils de filtres qui peuvent permettre de valider des éléments premiers de dispo, de REM, d'attente, qui te fait un premier filtre. Potentiellement, tu as peut-être des filtres sur des éléments de savoir-être qui peuvent exister. Et en fait, dans le service à la personne, l'enjeu quand tu as une candidature, c'est de la recevoir en entretien en agence si elle peut faire le job, parce que potentiellement, tu as tellement de besoins qu'en fait, ton volume, il t'alimente en permanence sur le sujet. Sur des postes où la complexité du profil recherché, les compétences recherchées, le regard évaluatif que tu dois apporter doit être plus fin, ben là, ça va dépendre des types d'outils que tu utilises. Okay. Il y a des outils qui se développent sur le marché. Avec l'IA, il y a des choses où on dit aujourd'hui non, c'est pas encore bon, ça le sera sûrement demain. Donc là, j'ai pas d'avis complètement tranché parce que les choses évoluent tellement vite que ça vient vraiment questionner, y compris chez nous comme cabinet, de où est notre valeur ajoutée, où est-ce qu'on vient faire le bon filtre sur le sujet. Après, moi je reste convaincu, mais c'est à titre personnel aujourd'hui, que une candidature doit avoir un regard humain à un moment donné dans le processus, quel qu'il soit. Pour plusieurs raisons. L'IA Act interdit qu'une candidature soit écartée d'un processus sans regard humain sur le sujet. Donc demain, j'automatise des choses, ok. Mais à quel moment mon regard humain vient porter le bon regard? Ça ne veut pas dire qu'il doit être sur l'ensemble du processus, mais il doit être à un moment donné clé sur le sujet. Et en tout cas, moi j'estime que toute candidature traitée doit prendre le temps de son traitement. Parce qu'un candidat, il a passé du temps. Alors, bien sûr, demain, les outils d'automatisation vont aider sur des sujets. Mais néanmoins, je dois être attentif à la promesse et au regard que j'apporte sur le sujet. Et en fait, des recruteurs qu'on voit aujourd'hui qui mettraient en place des systèmes d'automatisation et que tu leur demandes, OK, mais votre système d'automatisation, comment il évalue, comment il trie, et qu'ils ne savent pas y répondre, en fait, c'est ça qui n'est pas possible. Si mon système d'évaluation, je sais dire comment il trie, comment il filtre, quels sont les bons critères, que je sais porter le bon regard évaluatif sur le sujet, ben dans ce cas-là, mon outil, il est un aide aux recruteurs. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a des recruteurs qui utilisent des outils et qui ne savent pas comment ça fonctionne. Oui, c'est sûr. Et puis il y a beaucoup de tests et beaucoup trop d'outils d'ailleurs qui sortent. Enfin, tous les 2 mois, on a un nouvel outil qui sort en IA ou des communautés pour aider les gens à utiliser l'IA, à prompter. Enfin, on voit tout et n'importe quoi aujourd'hui. Donc, en conclusion, Étienne, est-ce que finalement le recrutement n'est pas pire que Tinder? Le recrutement peut être pire que Tinder si on n'a pas de processus, si on ne sait pas poser un bon regard évaluatif, si on n'accepte pas de décider en conscience. En fait, c'est ce qu'on dit souvent dans l'étincelle, le recrutement, c'est décider en conscience. C'est faire un choix. Le choix parfait, il n'existe pas, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Il faut faire un choix par rapport à son organisation, par rapport à son ADN, par rapport aux compétences clés qui sont nécessaires. Donc oui, le recrutement peut être pire que Tinder si je ne sais pas décider en conscience, si je ne sais pas faire des choix et si je ne sais pas poser un processus qui sécurise justement ma décision. Allez, bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin.